Salut Léa, je suis ravie de te recevoir sur le podcast des Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Eh beh, très bien. Merci Alexandra de me recevoir ici, de m'avoir invitée. J'ai hâte, de voir toutes les questions que tu vas me poser. Je ne les connais pas encore, donc j'ai hâte de voir, tout ce que tu vas me dire. Eh bien, avec grand plaisir, et moi j'ai hâte que tu nous partages ton parcours. En général, il y a une question par laquelle j'aime bien commencer. Et attention, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens en ce moment? Purée, on est à 9,5 je crois. Là, Oh, c'est trop cool. le 1er truc qui sort, tu vois? C'est Ouais, vraiment 9,5. Le 0,5, c'est ce sur quoi je focalise toute mon énergie en ce moment, avec le ranch, qui arrive. J'achète un ranch. Voilà. Quand j'aurai le 10 sur 10, c'est que je sais que je serai en train de vivre dans mon ranch. Voilà. C'est la seule diff, sinon le reste franchement, c'est cool. Il y a des périodes difficiles et des périodes faciles, mais franchement, c'est cool. OK, trop bien. Ça me fait penser Léa de Travel Crew Girl que je n'ai même pas présentée au début d'épisode. C'est clair. Léa, tu es une énorme multipotentielle pour moi avec, plein de casquettes. J'ai pas envie d'en oublier une. Comment toi tu te présentes? Moi, je me présente juste sous le nom de Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. J'aime bien me cacher derrière ce nom-là, ça me va bien et moi, je suis multi-entrepreneur, c'est-à-dire que je fais plein de choses, j'ai plein de business différents, principalement qui aident les autres, hein. Enfin, c'est l'objectif d'un business de toute façon. Là, ce que je fais alors je suis vraiment désolée, il y a une mouche qui va faire que passer devant l'écran. Je vais faire ça 50 fois, je suis désolée, mais j'ai mes chevaux pas loin et bref, il y a une mouche voilà, qui fait que passer, on s'en fout. Donc la manière dont je me présente, c'est vraiment, le fait que je suis coach. Je suis coach en changement de vie, c'est-à-dire que j'aide mes élèves à déjà, prendre confiance en eux, à travailler vraiment fort sur leur mindset. Moi, j'appelle ça du décrassage de mindset, à trouver leur idée de business, celle à laquelle ils sont vraiment alignés et qui est rentable, parce que juste aligné, ça suffit pas, et à créer ce business de A à Z. Ça, c'est le business principal que j'ai, c'est une académie dans laquelle je coach mes élèves. Après, j'ai plein d'autres, programmes, similaires. Je fais des immersions, je fais, de l'immobilier, j'ai des immeubles, de l'affiliation, du e-commerce, pas mal de choses et j'achète notamment un ranch aussi dans lequel on va faire du coworking, des gîtes, enfin plein de choses, du bétail, tout ça quoi. Voilà. Cool. J'y pense, ceux qui ne regardent, pas et qui sont plutôt sur le podcast, audio, ils ne te voient pas. Tu as quel âge? Pour avoir tout ça déjà? Alors j'ai l'air très, très jeune et non, je j'ai 34 ans. J'ai 34 ans et je suis une ancienne kiné, donc j'ai d'abord été kiné avant de devenir entrepreneur. J'ai fait un burn-out dans le métier de kiné parce que plein de raisons, on en parlera si tu veux plus tard. Putain la mouche, elle va être relou. Du coup, j'ai fait un burn-out, j'ai tout plaqué, je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis en me disant, «Je vais aller travailler dans les ranchs, c'est ma passion», monter à cheval, chez les cow-boys et tout ça et puis je suis rentrée en France il y a maintenant 5-6 ans et j'ai monté mes business and, here I am. Voilà, où on en est aujourd'hui. Trop bien. Bravo à toi en tout cas pour tout ce que tu as accompli. On va revenir un peu sur ton parcours. Si je commence par kiné, heu, qu'est-ce qui a généré justement ce burn-out et une perte de sens? Quelle a été l'origine? OK. Alors j'ai en fait, à la base, j'ai voulu devenir kiné parce qu'un kiné avait soigné, enfin une ostéo avait soigné un de mes chevaux de l'époque. J'avais des poneys, à l'époque et tout ça et en fait, je me suis pas posé plus de questions, tu vois? Je me suis pas dit: «Est-ce que c'est aligné? Est-ce que machin?» Voilà, j'ai dit: «Ah bah kiné, go!» Tu vois? 14 ans, voilà, bref, et donc je suis devenue kiné et en fait, au bout de seulement 3 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire, et ce qu'on nous vendait, à l'école de kiné en mode, «Ça va être trop bien, tu vas être libre, tu vas avoir du temps, tu aides les gens, c'est trop cool et tout». Ben, en fait, dans la réalité, je crois que tu accompagnes des thérapeutes, toi, il me semble, donc Ouais. il y a peut-être d'anciennes infirmières, kinés, médecins, tout ça, enfin bref, j'en ai plein dans mon académie aussi, c'est les mêmes vibes, hein, de toute façon. C'est qu'en fait, un jour, tu te dis: «En fait, je fais tout ça, mais je fais c'est une course à l'argent». Voilà, je suis en train de courir après l'argent, après le temps et puis finalement, j'ai jamais le temps de rien faire et en fait, ça a été un enchaînement. Bon, première étape, je me suis fait larguer. Bon, c'est un peu relou à l'époque, mais du coup, déjà, tu remets un peu ta vie en question, tu sais, quand tu quand tu te fais larguer. Je me suis fait larguer, j'ai un gros accident avec, une de mes juments que j'avais jamais le temps de monter parce qu'en fait, je travaillais tout le temps. Je travaillais 10 à 12 heures par jour quand j'étais kiné. Quand j'ai démarré, je bossais comme une dingue. Donc quand je montais, bah, forcément, c'était en mode vite, vite, vite. Ma jument, elle m'a dit: «Va te faire foutre». Voilà, donc bref, j'ai fini dans un mur avec un trauma crânien. Donc j'ai un peu remis toute ma vie en question et dans cette même période, j'étais en plein burn-out, où vraiment il y a des matins, j'arrivais même plus à me lever de mon lit, pour aller bosser. Enfin voilà, période pourrie, tu vois? Vraiment période bien pourrie. Ce qui a amené à ça, c'était surtout le fait que ce que je faisais n'avait pas de sens, en fait. Moi, j'avais fait ça en me disant: «C'est cool, je vais gagner de l'argent, être libre et aider les gens, trop bien, bon combo».
Sauf que alors tu les gens, mais tu peux pas le faire aussi bien que tu parce qu'en France, en fait, tu as l'URSSAF, la carte Nico, pour ceux qui connaissent un petit peu et tout ça, qui sont toujours derrière tes fesses et donc en fait, il faut toujours bosser, plus, si tu veux pouvoir te sortir un salaire décent. Et l'année suivante, tu dois bosser encore plus pour payer les charges de l'année d'avant, qui te sont comptées et cetera et en fait, c'est genre comme un petit hamster. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours comme ça. Et en la 3e année, en fait, de où j'ai fait enfin, où j'étais kiné, c'est l'année où j'ai eu mes régularisations URSSAF aussi. Où d'un coup, il y a eu voilà, des sommes, je me rappelle d'un truc de 16 000 € qui arrive et je me dis: «Mais comment je vais sortir ça?» Je gagne 2 400 € net, 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 tu vois, par mois. Et là, je me suis dit: «Mais il y a un problème». Enfin, vraiment, ça a été tout en même temps et surtout, il y avait pas de sens dans le fait que, enfin, dans le sens où quand tu aides et je sais que les infirmières vivent la même chose, j'ai plein d'élèves comme ça et mes amies sont infirmières aussi, enfin, d'anciennes infirmières maintenant, c'est qu'en fait, tu cours toujours après la montre. Tu es sans arrêt en train de courir après la montre et en fait, tu vas bosser, tu te rends compte que dans ta poche, pour une demi heure, 1 heure passée avec un patient, des fois, il reste 3 €, 4 €, et du coup, tu es obligé de prendre plein de patients, puis du coup, tu commences à être, aigri, à pas être bien et puis à aller de plus en plus vite et à presque être dans la maltraitance finalement, parce qu'en fait tu peux pas faire autrement quoi, tu peux pas faire autrement et là je me suis dit: «Il fallait vraiment que j'arrête». Tu vois? Je bossais comme une dingue pour payer le crédit de la voiture qui me servait à aller bosser et je me suis dit: «Stop». Voilà. Je Mais te fais un ça, c'est récap dingue mais parce ouais, non, mais c'est ultra intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, il y a quelques semaines, le salaire des kinés. Mais mmh, comment t'expliques qu'il y ait toujours autant de kinés, enfin que les kinés qui craquent pas justement? Tu vois, je me suis dit: la «Comment ça se passion. fait qu'il y ait des kinés qui craquent pas?» Mmh mh. Parce que ça a l'air Bonne d'être question. en effet un emploi du temps, de malade pour un salaire, où je me dis: «Mais n'importe quel humain aurait craqué». Bah, un peu comme les infirmières d'ailleurs, comme tu le dis. Mais c'est clair. En fait, je pense que c'est la passion qui tient la plupart des kinés. Il y a aussi beaucoup de kinés et comme moi à l'époque, qui ne savent pas qu'il y a autre chose en fait, qui pensent que ça c'est normal. Genre que et ça c'est le cas de beaucoup enfin chez les kinés, mais même chez les salariés et tout ça, on pense que c'est normal de faire des horaires de fou, de pas être payé forcément énormément, et de bosser comme un chien. C'est normal. Tu vois? C'est la base parce que depuis que tu es petit, quand tu as été à l'école, on t'a mis sur un banc, de 9 heures à 17 heures. Donc quand tu bosses de 9 heures à 17 heures minimum, bah, c'est normal en fait. Voilà, tu vois? Donc c'est pour éviter, la rébellion, tu vois? Voilà tout ça. Bon, on n'ira pas sur ces sujets-là, mais bref, et donc du coup, je pense que les gens n'ont pas conscience en fait qu'il y a d'autres façons de vivre sa vie, qu'il y a d'autres façons d'impacter et cetera. Il y a des kinés que je connais qui sont passionnés par leur travail, mais du coup qui font du ce qu'on appelle du déconventionné. C'est-à-dire qu'ils font payer, hors du tarif sécu, hein, tu vois? Qui est, de 4,50 € dans notre poche, net, 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 par, patient, à peu près en moyenne. Ils font du déconventionné donc bah, ils ont peut-être, des cours de sport à côté, enfin ils font d'autres choses, en parallèle et tu as les vrais passionnés qui se disent: «Bah, moi j'ai juste besoin de 2 500 € par mois, j'ai vraiment pas besoin de plus même si je bosse pas mal et ça me suffit, j'ai pas besoin de faire plus». Moi j'avais besoin de plus parce que je voulais voyager, j'ai des chevaux donc ça coûte hyper cher. Une compétition c'est 2 000 balles, tu vois? Entre tout, les déplacements et tout ça sur un week-end donc enfin clairement c'était mon salaire, je pouvais pas faire ça donc j'avais pas le choix que de chercher d'autres solutions, quoi. Voilà. OK, top. Merci pour ton point de vue, éclairant et du coup, tu fais ton burn-out, tu vas aux États-Unis, tu fais pas du dressage de comment on appelle ça? Du tri de bétail, pardon, du Ouais, tri de c'est ça. bétail, j'ai cherché le mot. Ouais, Tu fais c'est du ça. tri de bétail, qu'est-ce qui te fait Mmh. rentrer en France? Le fait d'avoir un patron. Ce que j'avais pas quand j'étais en France, tu vois? Quand j'étais kiné en France, j'avais pas officiellement de patron, mais parfois mes collègues prenaient le rôle d'un patron parce qu'ils étaient plus âgés tout simplement et moi, très éduquée, très, 1re élève, tu sais, première de la classe toujours, j'écoutais bien tout ce qu'on me disait de faire et cetera. Alors qu'en fait, bah, c'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, mais c'est comme ça et donc je pars aux US, j'ai bossé pour des cow-boys. Il faut savoir que l'univers là-bas est très, macho et pas tous. Et ça, c'est en train de changer parce qu'on a les générations qui arrivent, c'est différent. Mais c'est assez macho, c'est dur, voilà, clairement, c'est hyper dur, c'est l'armée, hein. Tu te lèves à 5 heures le matin, tu te couches, il est 21 heures, 22 heures, tu bosses comme une ouf, tu montes des chevaux qui veulent la moitié, ils veulent te tuer parce que c'est des chevaux au débourrage, au dressage et cetera. Ouais, c'est super dur, mais c'était la passion et je me disais: «C'est pas grave, même si je suis payée, 1 500 par mois, c'est-à-dire moins que quand j'étais kiné, au moins je suis sur un cheval toute la journée, je vis ma passion, je kiffe, je suis heureuse, je suis aux États-Unis et tout ça». Mais en fait, d'avoir un patron, c'était juste plus possible et l'univers du sport de haut niveau, m'a un peu dégoûtée. C'est qu'en fait, le cheval était un outil, si tu veux, de monétisation là-bas. C'était ton outil de travail. Je voyais bien que mes patrons, ils le faisaient plus par passion depuis longtemps, quoi. Ils le faisaient parce qu'il fallait. Si un cheval, il faisait pas exactement le bon mouvement comme tu voulais, bah, il finissait par s'énerver, le mec, et par le défoncer parce qu'il en pouvait plus. Et
Je pouvais plus, quoi. Et un jour, je me rappelle, j'étais en train de soigner les blessures d'un cheval qui s'était fait, un peu défoncer parce qu'il avait pas fait ce qu'il fallait. Il saignait et tout et je me suis dit: «Mais je peux plus». Genre je ne peux plus, je ne peux plus, et avoir un patron qui te dit ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, qui te dit: «Oh, faut être debout à 5 heures, c'est tous les chevaux» et lui, il se pointe, il est 7:30. Non. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je ne peux plus. Donc je suis rentrée en France, au bout de ma vie, hein. Au bout de ma vie, je suis rentrée en France. Voilà comment j'ai démarré après. Et donc tu es rentrée en France dans l'idée de te lancer à ton compte? Non, pas Ou du tout. pas du tout? Je suis rentrée en France en me disant: «Mon Dieu, ma vie, mais qu'est-ce que je vais en faire?» J'ai repris le métier de kiné parce que je voulais plus du tout bosser dans les chevaux, du coup. Je voulais plus du tout faire ça. Je reprends le métier de kiné en me disant: «Bon, au moins, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger si je» enfin, kiné, c'est facile pour trouver du taf, comme infirmière, médecin, ça, c'est facile pour trouver. Je rentre, je me fais enfin, en plus, on me vole ma voiture quand je rentre. Enfin, déjà, la merde, vraiment la grosse galère et je me dis: «C'est pas grave, il faut absolument que je trouve un moyen, de trouver quelque chose qui me fait kiffer, qui est rentable, qui me permet d'être libre, tout en même temps. Et là, je me dis: «Qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire ça?» Il faut que je devienne riche. Tu vois? Je me dis vraiment: «Faut que je devienne riche». Je viens d'une famille qui n'a pas du tout d'argent, vraiment pas du tout d'argent, donc c'était pas une optique à la base pour moi. Et donc je tape sur YouTube: «Comment devenir riche?» et j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait Je ça. je l'ai fait aussi pendant le covid, hein, je pense qu'on est Ah beaucoup à l'avoir voilà, fait. énorme, trop bien. Bah, moi, je l'ai fait, c'était quand je suis rentrée, je crois que c'était 2018, tu vois? C'était un peu avant le covid. Comment devenir riche et tout ça, 2018-2019 par là. Et là, je tombe sur des vidéos d'immobilier. Alors j'y capte rien en immobilier, je connais personne qui fait ça autour de moi, mais c'est comme ça que je rentre là-dedans et puis après, de fil en aiguille, je commence à me former sur plein de choses. J'achète toutes les formations que je trouve sur internet, des, qui m'aident énormément, d'autres qui sont vraiment pourries, et tout ce que je gagne comme kiné, vraiment, je le réinvestis à fond dans les formations, et je passe 2-3 ans vraiment la tête, dans le pâté, tu vois? En mode je veux réussir, je sais pas comment, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais trouver un truc qui est lié à mes valeurs, qui peut fonctionner et cetera. Il faut savoir que, 2018-2020, il y avait pas encore tout ce qu'on voit aujourd'hui. Là, on est en 2025, franchement, c'est l'eldorado. Tu tapes ça sur YouTube, sur Instagram et tout, tu as plein de coachs, tu trouveras toujours quelque chose. À l'époque, là, enfin à l'époque, j'ai l'impression d'être une vieille, mais il y a 5, 7 ans, c'était pas du tout ça, quoi. Tu vois? Il y avait très, très peu de gens qui le faisaient déjà. Donc voilà, puis, voilà un petit peu comment on en est arrivé là, quoi. J'ai monté plein de business après, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Comment tu as fait justement pour trouver le business avec lequel tu étais alignée? Tu as J'en c'est ai par itération, tu avais un truc de cœur, enfin comment ça s'est fait? Alors non, j'en ai testé plein. Franchement, j'ai tout ce qui est possible à tester en termes de business en ligne, j'ai tout testé. Vas-y, Amazon, dis-nous, tu KD, as testé quoi? tout, le blogging, l'affiliation, le dropshipping, le e-commerce, tout ce que je peux faire. Enfin, franchement, je l'ai fait. Il y a des trucs qui me disaient évidemment pas du tout, sur lesquels je suis pas du tout allée. Il y en a d'autres que j'ai testés qui ont pas marché. Il y en a que j'ai testés qui ont marché un petit peu, pas beaucoup au début, et cetera. Jusqu'à, 2000, fin 2020 justement, où là j'ai encore un accident avec mon cheval, tu vois? J'ai un autre cheval qui veut m'exploser un genou, bref, qui veut exploser mon cheval, qui me tape le genou: «Maro, tu l'exploses, super, je te fais pas un dessin, mais bon, voilà». Et là, je me retrouve à nouveau, alitée et cette fois, on me dit: «Bah, tu vas rester 3 mois dans un lit, sans pouvoir bouger. Bon, ton assurance, elle prend en compte, hein, elle prend en charge le truc et tout». Et là, je me dis: «OK, c'est ma chance». C'est vraiment ma chance parce que quand j'étais, à bosser comme kiné, ben, j'essayais de me former le plus possible entre 6 heures et 8 heures du mat. Vraiment, je me levais tôt pour me former, suivre des formations, avancer, lire des livres et cetera. J'allais passer ma journée de kiné, j'essayais de bosser le plus possible pour mettre le plus d'argent possible de côté. Et ensuite, le soir, je rentrais, il était 19-20 heures. Je me laissais à peu près 1 heure libre et là, je rebossais, je relisais, je regardais toutes les vidéos possibles jusqu'à 23 heures minuit. Et c'était tous les jours comme ça. Je sortais pas, j'ai quasiment pas fait de sport pendant cette période, j'ai pas vu mes potes, mais j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit: «Moi, je vais faire mon truc, vous me laissez faire, je vais disparaître pendant 2-3 ans» et c'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à cet accident, où là, je me dis: «Bon allez, là, c'est un signe de l'univers», tu vois? Là, tu as 3 mois où tu as tout ton temps libre devant toi. Bon, tu peux pas bouger de ton lit par contre. Là, j'étais retournée chez ma mère du coup qui s'occupait de moi, je pouvais pas me laver toute seule et tout, grosse galère. Mais je me dis: «C'est ma chance, c'est vraiment ma chance» et le seul truc que j'avais pas testé, c'était le coaching. Parce qu'en fait, pour moi, les coachs, c'était des dépressifs qui t'expliquaient à devenir à devenir heureux et tout et je me suis dit: «C'est Je pas possible, je peux pas faire ça, quoi» et donc je repoussais ça, je repoussais ça, je repoussais ça, mais j'avais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. J'avais déjà gagné pas mal d'argent avec tous mes autres business, mais pas assez pour me dire: «Je lâche le métier de kiné», tu vois? Faut vraiment, je sentais il manquait quelque chose et là, ça a été, la révélation, en fait. J'ai fait, 10 000 balles le premier mois. Ça a été, fou. J'avais déjà un compte Instagram où je parlais de développement personnel, mais sans rien vendre, enfin, tu vois? Juste par kiff. Et ça a été, attends, je t'interromps 2 secondes. l'ascension. Tu avais un compte Instagram du coup, qui avait combien d'abonnés pour pouvoir faire, tu vois, 10 000 € par mois, que les gens se rendent compte un peu? J'avais,
je sais plus, c'est entre 4 et 6 000 abonnés, je pense. Mais en fait, je Ouais. partageais beaucoup de choses parce que j'ai fait du marketing de réseau aussi à l'époque, tu sais, sur le voyage et tout. Et donc en fait, je partageais beaucoup de trucs de voyage, de dev perso, Tony Robbins, tu vois? Tous ces trucs-là, j'en partageais beaucoup, mais par passion, en fait, sans rien chercher à vendre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai créé une communauté qui fonctionnait aussi bien et qui fonctionne toujours aussi aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on est quasiment à 20 000, mais c'était des gens qui devaient sentir que j'étais là aussi par passion, pas juste pour, prendre, tu vois? Ouais. Et donc en fait, quand j'ai lancé le coaching one one, je pensais pas, enfin au début, c'est un coaching one to one que j'ai fait uniquement. Au début, que du mindset. Je pensais pas que les gens s'intéressaient à la partie business. Je pensais qu'ils voulaient juste prendre plus confiance en eux, savoir comment mieux s'exprimer, oser faire des trucs, oser vivre leurs rêves et tout. Mais en fait, ça a beaucoup découlé sur le business. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils s'y connaissaient rien. Moi, j'ai fait tellement de formations dans le marketing, enfin tout ce que tu peux trouver, que j'étais calée sur pas mal de choses. Et donc là, ça s'est transformé en coaching business aussi, mindset et business, parce que pour moi, l'un et l'autre vont ensemble carrément. J'ai fait quelques mois comme ça. Donc ça, c'était, donc mon accident, je l'ai eu en décembre, 2020. J'ai recommencé le métier de kiné, du coup, à retravailler en avril, un truc comme ça. J'ai recommencé 2 3 semaines. Je me suis dit: «Mon Dieu, je vais jamais tenir». Donc j'ai repris, mais que à mi-temps. Donc je continue à développer les coachings à côté. Et en septembre, j'ai dit: «Là, je peux plus, j'arrête». Je faisais, 10 000 € réguliers. Enfin, ça faisait, 10 000, 8 000, 12 000. Enfin voilà, c'était en tout cas 10 000 réguliers. Et donc en septembre, j'ai dit: «J'arrête». J'ai pris aucun coaching sur le mois d'octobre. J'ai créé mon académie dans laquelle, je tout ce que je répétais à chaque fois sur les coachings, je l'ai vraiment mis sur plein de modules et cetera, en gardant quand même du coaching à côté parce que j'adore ça. Et puis j'ai fait le 1er lancement de l'académie en novembre et ça a complètement explosé et puis depuis on en est là. Donc voilà où ça en est. Et aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton académie, du coup? Aujourd'hui, il y en a 760-780, quelque chose comme ça dans l'académie. Après j'ai créé d'autres programmes à côté, mais celui-là c'est le principal, quoi. Voilà. Trop bien. Et pourquoi ce chiffre de 10 000 € par mois pour oser quitter ton job de kiné? Parce que finalement, Parce que kiné, c'est ce ça que faisait je faisais. longtemps que ça représentait une minorité, on va dire, de tes revenus. Non, non, pas du tout. En fait, kiné, je gagnais à peu près donc 2 400 € net, tu vois, lycée sur l'année. Ouais, Parce qu'après on a des moments, on a des charges, pas des charges et cetera. Mais avec les autres business que j'avais à côté, je faisais, 300 € par-ci, 1 000 € par là, 200 € par là. Enfin, tu vois, il y avait c'était pas, carré et sur le long terme, tu vois? Donc c'est pour moi, c'était pas assez viable, et ça me passionnait pas assez pour que je me dise: «C'est bon, je quitte le métier de kiné», quoi, tu vois? OK. Contrairement au coaching et tout ça où, bah, tu vois, c'était en novembre 2021, on est en octobre, quasiment novembre 2025, j'y suis toujours. J'adore ce que je fais, quoi. Ouais. Voilà. Et ton entourage dans tout ça? Parce que, quand on se replonge en 2018-2019, quand tu vois, ta pote, ta fille, ta sœur, j'en sais rien, qui teste un peu plein de trucs dans tous les sens, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qu'elle fait?» Ils t'ont suivi, c'était support, comment ça s'est passé? Alors, ma famille, mon père pas du tout, parce qu'il comprenait pas. Et en fait, souvent, on pense qu'on n'est pas soutenu, mais c'est juste que c'est tellement nouveau ces métiers, tu vois? Du coaching en ligne et cetera, que, il c'est pas qu'il me soutenait pas, c'est qu'il comprenait pas du tout ce que je faisais et j'avais beau essayer de l'expliquer, il critiquait tous les points où il pouvait, critiquer, il le critiquait, donc j'ai arrêté d'en parler. Donc pendant 3 4 ans quasiment, j'ai arrêté d'en parler. Ça fait pas si longtemps, ça va faire une petite année que maintenant je peux lui en parler, qu'il sait que c'est carré ce que je fais, comme j'ai aidé des refuges lui, ça l'aide parce que oui, je donne aussi à beaucoup de refuges et tout ça. Et du coup, psychologiquement, il s'est dit: «OK, c'est bien ce qu'elle fait, tu vois? Elle ne vole pas les gens», voilà. Bon, ma grand-mère, elle a toujours pas compris, elle pense que j'arnaque les gens sur internet, elle me dit: «Mon Dieu, mais pourquoi tu vas pas trouver un vrai travail?» Bon, voilà. Donc je pense que les personnes de ton entourage qui comprennent pas, malgré tes explications, ce que tu fais, c'est pas grave. C'est pas grave si tu leur en parles pas. Tu dis juste, le minimum, le strict minimum, tu tries les informations comme ça, voilà, c'est plus simple. Parce que ma grand-mère, si je lui dis, «Oui, j'ai 750 élèves», tu vois, machin, elle va pas comprendre. Enfin, c'est pas elle peut pas le comprendre de cette façon-là, c'est OK. Et après, donc ma mère m'a toujours soutenue, à 100 sans comprendre, complètement ce que j'allais faire, même quand je suis partie aux États-Unis, même quand j'ai lâché kiné, même quand elle m'a toujours soutenue en mode, «C'est pas grave, tant que tu kiffes ce que tu fais, c'est le plus important». Elle m'a toujours dit ça, «Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, machin, tant que tu kiffes, c'est l'endroit où il faut que tu ailles». Donc je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mon frère était un peu dans les mêmes démarches parce qu'on a eu un peu les mêmes déclics en même temps, donc ça nous a aidés, aussi. Il est entrepreneur aussi aujourd'hui. Par contre, c'est mes amis où là, ça a été chaud. Carrément très, très chaud. C'est qu'en fait, je me suis pris mais une vague, mais de jalousie, de haine, de méchanceté, de gens qui ont retourné des groupes entiers d'amis contre moi, enfin des trucs mais de fou.
Et ça, j'avoue, j'étais pas prête. Je m'étais dit: «Non, mais mes potes, c'est bon, ils me kiffent et tout, ça va bien se passer». Bah, non, non, pas du tout. Alors, il y en a évidemment qui sont toujours là, qui sont toujours, ancrés et tout ça et ça, c'est les bestes, tu vois? Mais mon cercle amical a vraiment énormément évolué. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient très toxiques pour moi, parce que moi, je suis toujours en mode, tu sais, je vis dans un monde de bisounours. C'est genre en mode, moi, j'aime quand les gens, ils sont contents, ils kiffent et tout, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui aiment pas que tu sois contente, en fait, qui veulent que tu sois triste comme eux, que tu sois pas bien comme eux et cetera bah, voilà, je donc ça a fait un gros, gros tri, au niveau de mes amis puis voilà, j'ai changé, j'ai plein de nouveaux amis depuis quelques années qui comprennent beaucoup mieux mon style de vie et cetera et j'ai, bah, voilà, ceux qui sont incassables, qui sont là depuis, très, très longtemps. Il y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, mais qui sont là depuis très, très, très longtemps, depuis plus de 20 ans et eux, ça bouge pas et ils sont même lancés dans l'entrepreneuriat à différemment, tu vois? Dans l'agriculture, d'autres trucs et tout ça, en me voyant faire aussi, donc je trouve ça cool. Voilà. Et c'est trop bien ça quand tu peux inspirer les autres, Ouais, à eux aussi, se libérer de leurs croyances limitantes, c'est clair. c'est génial. Mmh. Hem, Ce qui m'a marqué, chez toi, quand on s'est rencontrés, la rencontre, de mastermind, il y a quelques semaines, c'est cette aisance que tu as à justement, coacher d'un point de vue mindset. Tu t'es formé, c'est inné. Comment tu définirais, tes compétences aujourd'hui? C'est un mélange, en fait. Je pense que quand j'étais kiné, enfin, quand tu es thérapeute, en fait, il y a des choses qui te paraissent, toi, normales, mais qui sont de l'or quand tu te lances dans le coaching, mais de l'or. Ton empathie, tu vois? Le fait que tu as vraiment envie de faire les choses de façon bienveillante et ça et ça, c'est rare, hein, dans le business. Il y en a pas tant que ça, tu vois? Donc ça, je pense que ça a été une putain de force de ouf. Donc naturellement, en fait, je vais être bienveillante et je vais vouloir que l'autre aille mieux, peu importe, que ce soit dans ce voilà, qui gère mieux son argent, qui gère mieux sa vie, qui gère mieux son couple, qui se sente mieux, qui ait plus confiance en soi. Enfin, naturellement, ça je vais le faire. Donc je pense que ça comment dire? Ça canalise déjà tout le coaching, tu vois? Mais par contre, faut vraiment éviter, surtout quand tu es thérapeute à la base et tout ce qui est syndrome du sauveur. Donc moi, je me suis vraiment dans ce truc de, moi je donne mes 50, les autres 50, c'est à l'élève de le faire en face, de se bouger le cul. Si je te donne toutes les recettes miracles, mais que derrière tu te sors pas les doigts, ça va être ça va être compliqué. Ouais, Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu tellement de patients quand j'étais kiné et sachant que je faisais aussi de la kiné, ce que j'appelle viscérale. C'est de la thérapie viscérale, c'est-à-dire que je drainais émotionnellement, mais ça, je l'ai capté beaucoup plus tard. Par exemple, le foie et cetera, parce qu'il y avait un foie qui était encrassé, ça créait de l'inflammation pour le patient et tout ça, donc je travaillais là-dessus. En fait, je me suis rendu compte que c'était purement émotionnel, que c'était la colère, par exemple, qui devait se libérer. Donc, j'ai testé plein de trucs, mais j'ai testé plein de trucs sur mes patients et il y avait des gens qui, des fois, avaient mal au dos pendant 10 ans et ils venaient me voir. On faisait une séance, ils avaient plus mal au dos. Ils me disaient: «C'est pas possible, c'est de la magie ce que vous avez fait». Alors que ce que j'avais fait, c'était juste de la libération émotionnelle, des choses comme ça. Après, je me suis passionnée pendant un moment. Je sais pas si tu connais, Mentalist? Je sais pas si tu ouais, vois un petit peu? J'adore, tu vois, quand je regarde quelqu'un, j'adore capter par ses mimiques, sa façon de fonctionner. Je vais savoir tout de suite s'il ment, si, il me cache un truc, si, c'est plutôt quelqu'un, qui a une emprise sur lui. Enfin, je vais capter plein de trucs parce qu'en fait, je me suis tellement entraînée naturellement, tu vois, à faire ces trucs-là que ça joue aussi. Après, il y a les compétences de coach aussi, parce que là, j'ai eu, je sais même pas combien de milliers de coaching j'en suis, mais forcément, tu prends l'habitude. Donc l'expérience, ça crée aussi le coach que tu es. ouais, Et puis après, c'est le fait de se connaître, soi-même aussi. Tu vois? J'ai énormément travaillé sur moi en mode, j'ai encore plein de boulot, hein, mais en développement personnel, en mindset, en décrassage émotionnel et cetera. Ce qui fait que j'arrive à comprendre l'autre sans y mettre, mon filtre à moi, mon monde à moi, tu vois? De ouais. vraiment de comprendre les personnes sans les juger tout de suite, en disant: «Ah bah lui, c'est forcément il est comme ça, donc forcément il est comme ça», enfin de les mettre dans des cases. Je pense que c'est vraiment un micmac de tout et après il y a beaucoup d'intuition aussi. Ça fait pas longtemps que je l'accepte chez moi. Je me demande si c'est pas toi qui m'avais posé la question d'ailleurs pendant le Si, je t'avais mastermind. posé la question Ah déjà, oui, ouais. il y a pas mal d'intuition. Ça fait pas longtemps, ça fait un an et demi que j'accepte qu'en fait, il y a des trucs très intuitifs, je ne sais pas d'où ça sort, mais qui sont là et donc moi, j'ai juste besoin de visuellement voir la personne, que ce soit en Zoom, que ce soit en présentiel. J'ai besoin de la voir en face de moi. Dès que je l'ai en face de moi, il faut que je l'écoute parler ou me parler, à me répondre à des questions précises pendant 3 4 minutes. Je vais capter déjà, 90 de sa personnalité et enfin voilà, de comment je peux l'aider, les points sur lesquels appuyer. Enfin, tu as dû le voir, pendant le mastermind de Ouais, TB où j'étais venue donner un coup de main aussi. Ou voilà, je vais capter très vite les gens. Après, c'est parce qu'il y a des catégories de personnes aussi. Tu as des types de personnalités, il y a tous les tu sais, tout ce qui est tests, MBTI, les tests des couleurs, enfin, il y a plein, plein ouais, de choses comme ça. Je connais tout par cœur parce que je me suis formée aussi beaucoup sur la vente. Donc, pour la vente, tu es obligé de comprendre
comment toi tu fonctionnes et comment l'autre va fonctionner en fonction de ses émotions, en fonction de sa rationalité, en fonction de, son schéma mental, tu vois? Il y a des gens qui prennent des décisions en claquant des doigts, il y en a d'autres, il leur faut 3 jours. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a un qui est Ouais. plus intelligent que l'autre, mais juste parce que leur schéma de fonctionnement est différent. Voilà, c'est un des trucs qui me passionnent, quoi. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ouais, carrément. C'est quoi, du coup, la formation ou le livre ou même, je sais pas, le mentor qui t'a le Mmh. plus inspiré dans ta pratique? De coaching, je me suis jamais formée dans le coaching, à part de la PNL. Je me suis formée en PNL parce que ça m'intéressait. Ça a pas été non plus révolutionnaire pour moi, mais je me suis formée à Lyon avec, Paul Pironnet, qui je trouve est très bon dans ce qu'il fait, dans la programmation neurolinguistique. Maintenant, c'est pas, je pense un truc que je fais forcément naturellement, voilà, tout de suite. Mais la personne qui m'a inspirée le plus, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, voilà, c'est pour moi, ça a été, j'ai fait ses formations aux États-Unis et tout ça. Genre vraiment, c'est grâce à lui que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Il connaît pas mon existence, hein, mais vraiment, si je l'avais jamais rencontré, j'en serais vraiment pas là où j'en suis. Il m'a aidé à transformer toute la colère, toute la tristesse, toute la frustration que j'avais en moi en une force, mais colossale, tu vois? Qui s'arrête plus et avec une bienveillance, gigantesque, tu vois? Où vraiment tu peux être bienveillant et gagner énormément d'argent. Tu sais, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Je sais que ça parlera à tes élèves si elles sont thérapeutes et qu'elles Ouais. se disent: «Non, mais c'est soit je gagne de l'argent, soit j'aide des gens, mais voilà, si je gagne trop d'argent, je suis forcément une conne, ou une connasse», tu vois? Voilà. Alors que pas du tout, tu vois? Lui, il m'a vraiment inspirée dans sa posture et cetera. Il y a beaucoup d'exercices, que j'ai appris avec lui, que j'utilise dans mes immersions en présentiel notamment. J'en ai une ce week-end, tu vois, avec, 35 élèves là ce week-end, où vraiment, je vais travailler sur vraiment de la libération émotionnelle. Moi, ça me fascine. Donc tout ce que je fais, ça va être vraiment du coaching avec de la thérapie, avec du mentorat. Ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face. Voilà. OK. Ultra clair. Merci à toi pour nous partager, ces pépites de comment t'en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Heu, on a, je pense, un même gros blocage chez nos clients qui est, cette peur financière au moment de se lancer, à son compte, et dans l'entrepreneuriat. C'est quoi, toi, les conseils que tu partages ou les pistes que tu donnes pour justement oser se lancer avec cette peur financière ou la faire disparaître, selon toi, ce que tu penses, OK. de cette peur? Alors ça dépend complètement des gens, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur de se foirer parce que, ils veulent pas décevoir leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants, machin. Ils sentent qu'ils ont trop peur de décevoir et de se foirer et de foutre tout le monde dans la merde, tu vois? Donc il y a aussi cette peur-là. Tu en as d'autres qui ont peur juste pour eux parce qu'ils se disent et c'est OK aussi, hein, mais c'est juste différents niveaux de peur. Ils sont dans la sensation de manque tout le temps et ils ont toujours l'impression qu'ils manquent d'argent et parce qu'en fait, l'argent pour moi, c'est la même énergie que l'amour. Quand tu as l'impression que tu manques d'argent, souvent c'est que tu manques d'amour envers toi-même et que du coup, tu as pas cette sécurité intérieure et du coup, tu vas la chercher ailleurs en te racontant que c'est à cause de l'argent, que c'est à cause d'un boulot, que c'est à cause d'un truc, alors que non. Mais après, évidemment, si tu dans un environnement merdique, c'est compliqué de te sentir bien tout le temps à l'intérieur. Mais le plus important, c'est cette sécurité intérieure. Donc, il y a un milliard de façons de régler tout ça. Ça dépend complètement des personnalités, ça dépend complètement des gens. Mais moi, je mets vraiment un focus sur, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver, tu vois? Vraiment quand j'ai besoin de passer à l'action et franchement, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours pour des gros challenges que je dois dépasser, je me dis où je commençais à paniquer tout ça, je me dis: «OK les gars, quelle est la pi» parce que moi aussi je panique, je suis un humain, hein, c'est pas pour ça que je suis devenue, inarrêtable, voilà. Non, non, il y a des jours, je suis en PLS, je suis en panique, je me dis: «Putain, comment je vais gérer ça?» La seule différence, c'est que je sais que c'est pas une situation long terme. C'est que, OK, là, à ce moment, ce jour-là précis, j'ai peur. J'ai peur, par exemple, du manque, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de me lancer dans ce nouveau projet et tout. Mais je sais que je vais implémenter les actions, les exercices qui vont me permettre de changer ça. Donc, parmi ces exercices, il y a simplement de mettre du focus. Mettre du focus sur, OK, je suis en train de ressentir de l'énergie du manque. Il faut que je switch parce que là, je suis sur ce qui manque. Là, je suis en train de focaliser, de zoomer sur le problème. Alors qu'à côté, il y a tous ces trucs-là qui sont incroyables. Bon, il y a un milliard de choses, je vais le faire rapide, sinon on a pour 1 heure et demie de Ouais, coaching, mais vas-y. un truc que tu peux faire, c'est d'écrire toutes les choses, heu, auxquelles tu accordes, par exemple, un prix. Si, par exemple, je te dis une bêtise, tu as une journée de congé, cette journée de congé, combien il faudrait te payer pour que tu l'aies pas, tu vois? Et là, si tu te moi, bah, j'ai eu la réflexion il y a quelques jours avec mon compagnon, où je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je kiffe, j'ai une journée où je fais rien aujourd'hui, j'ai rien prévu dans mon agenda». Il m'a dit: «Il faudrait que je te paye combien pour que tu te lèves du canapé?» Là, j'ai dit: «En dessous de 10 000 €, je ne bouge pas».
Mais vraiment, je ne bouge pas. Et ça, à l'époque, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit en dessous de 20 €, bon, voilà, à partir de 20 €, je bouge. Donc, en fait, c'est simplement de te dire toutes les choses que tu as déjà aujourd'hui qui sont pas forcément monétisables. Donc, par exemple, l'amour, dans ton couple, si c'est le cas, c'est ce que je vous souhaite en écoutant ce podcast. Ta famille, l'endroit où tu vis, ta santé, ta beauté peut-être, les choses que tes animaux, enfin voilà, tous ces trucs qui sont pas forcément mesurables en termes d'argent. Combien tu serais prêt à payer, tu vois, aujourd'hui pour les réavoir? Moi, je sais que, par exemple, ma relation de couple, même si financièrement il y a pas un tarif dessus, mais elle vaut très, très, très cher. Et donc en fait, c'est comme si j'étais très, très, très riche. Donc tu vois, ça fait Ouais, partie aussi des trucs, qui mesurent, je trouve, la sécurité intérieure. Après, si tu as envie de se lancer et que tu as peur, bah, c'est normal. Déjà, si tu avais pas peur, je te dirais: «OK, tu es une psychopathe, il y a un problème, tu ne ressens pas les émotions». Des gens, des entrepreneurs, des thérapeutes, même tous les gens qui changent de vie de ce monde ont eu peur de changer ça. On te demande pas de passer de noir à blanc. Tu peux le faire vraiment step by step. Il y a plein de gens qui pensent qu'il faut quitter tout leur travail pour lancer un business. Surtout pas. Enfin, 99% du temps, surtout pas. Il vaut mieux monter ton truc en parallèle, tester, commencer à dire, OK, OK, ça va, j'y arrive, tout va bien, machin, commence à tranquillement faire ton truc. Alors évidemment, tu as une petite période où c'est un peu tendu parce que tu as ton boulot plus ton nouveau business, par exemple. Donc, tu as les 2 en même temps. Peut-être parfois, tu as des enfants ou des soucis de santé au milieu, c'est compliqué. Mais c'est OK. Tu vois, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de commencer vraiment à te lancer. Et toujours ce que je me répète, c'est quelle est la pire situation que je puisse, ressentir, enfin, que je puisse vivre? Est-ce que franchement, si, ce nouveau business, cette nouvelle activité ne marche pas, est-ce que je vais finir sous les ponts? 99 du temps, non, d'accord? Au pire, je vais retourner chez ma mère. Ouais, mais j'ai pas envie de retourner chez ma mère. Ouais, mais au pire, tu vois, ça va, tu vas pas mourir, quoi. Parce qu'en fait, la peur de manquer, c'est la peur de manquer d'amour, c'est la peur de manquer finalement de repères. Alors, je fais un très gros raccourci aussi, mais on a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, tu dois connaître, je pense, ouais. mais c'est le cerveau primitif qui te dit il faut absolument que surtout tu ne sortes pas des cases, il faut que tu restes dans la tribu pour pas mourir. Alors, c'est notre cerveau néandertal hein, de l'époque. À l'époque, si tu sortais de la tribu pour aller chasser un mammouth tout seul, bah, tu finissais par te perdre ou tu mourais ou voilà, t'étais renié parce que t'étais un peu bizarre. Donc, de toute façon, tu crevais tout seul. Donc du coup, dès que tu sortais un petit peu des normes de ce que tout le monde fait, on te rejetait de la tribu et enfin bon, c'était la cata et derrière tu crevais. Nous, on descend des gens qui ont eu peur. L'intégralité des gens de ce monde descendent de gens qui ont survécu, donc qui ont eu trop peur de faire les trucs tout seuls, donc ils sont restés entre eux en tribu. Et aujourd'hui, heureusement, le monde a beaucoup changé, en tout cas en France, aujourd'hui, enfin en métropole, on est bien, mais on a encore ces peurs viscérales de: «Mon Dieu, si je sors des normes, si je sors de ce que je suis censée faire, mon cerveau va me dire: "Au secours, au secours"». Mais au final quoi? Je vais pas me faire bouffer par un lion à dents de sabre ou je ne sais quoi. En fait, Mmh. ça va, tout va bien. En plus, en France, on a tellement d'aides, on a tellement de façons de faire. Enfin, moi, j'en avais pas en tant que kiné parce que quand tu es kiné, tu as pas ce genre de choses, mais les salariés, ils en ont plein. Tu as le chômage, tu as tous ces trucs-là. Enfin, il y a l'ACRE aussi quand tu te lances, c'est des aides, financières, pour te lancer. Enfin, il y a tellement de façons de faire, quoi. Donc, voilà, demande-toi toujours: «OK, quelle est la pire situation?» et maintenant, quelle est la meilleure situation qui puisse arriver? Genre là, si tu oses te lancer, quelle est la meilleure situation? Et ben, je vais pouvoir partir en vacances plus souvent, du coup, je vais passer plus de temps aussi avec mes enfants, je vais faire un business qui me plaît, qui impacte les gens positivement, par exemple. Enfin voilà. Voilà ce que je me répète à chaque fois que j'ai peur. J'adore et puis sur ce dernier point, c'est vraiment quel est le prix à payer de ne pas passer à l'action aussi. Souvent, on pense le prix à payer de passer à l'action, mais Ouais, finalement, si je passe pas à l'action, ça va me coûter aussi. de Quand je ouf. pense à tous les salariés qui restent dans un job qui les épuise, bah, rester dans ton job qui t'épuise, ça a un coût quand même. De C'est ta ouf. santé mentale, c'est plein de choses, quoi. Ouais, complètement d'accord, c'est clair. Top et ben déjà merci à toi pour cette mini masterclass sur, comment oser se lancer, quand on malgré nos peurs ou avec nos peurs comme tu dis. Je pense que les peurs elles sont toujours là, c'est comment on fait pour les diminuer. Si maintenant on passe à l'étape d'après, OK, j'ai osé me lancer avec mes peurs, c'est quoi un peu toi tes grandes lignes, tes grands conseils justement pour développer ton entreprise? Comment toi tu t'y es pris Ouh là, justement dans ces débuts pour développer OK. ça? Tu dit que tu avais déjà une communauté, c'est quoi un peu tes conseils? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Si Les je grandes devais lignes, hein. Ouais, les grandes, grandes lignes. Alors, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui jouent. Il y a plusieurs parties. Tu as la partie mindset, travail sur toi, parce que même si tu lances un business, il faut que tu continues à bosser sur toi. Il faut vraiment que tu bosses sur toi, sinon, bah, ça tu vas atteindre des plafonds de verre très rapidement. Et ensuite, tu as la Je partie t'arrête vraiment 2 secondes, moi ce OK. conseil je l'ai entendu énormément quand je me suis lancée. Il faut travailler sur toi. Mmh. Heu, J'étais là:
Cool. Ça Tu veut travailles dire sur quoi? quoi? Ça veut dire quoi? OK. Heu, Selon toi, il y a des choses particulières sur lesquelles il faut travailler? Voilà, c'est quoi un peu, qu'est-ce qu'on entend finalement par travailler sur soi? Alors, tu as plusieurs choses. Pardon. En fait, il faut que tu comprennes où sont tes peurs, où sont tes futurs challenges. Par exemple, ça va être, commencer à te montrer sur les réseaux, non, ça me fait trop peur. Gagner plein d'argent, oh là là, ça me fait trop peur. Je sais pas, créer mon marketing, oh là là, non, j'y connais rien, ça me fait trop peur. Donc il faut que tu te formes, en fait, tout simplement sur ces sujets-là. Travailler sur soi, c'est travailler sur soi professionnellement, mais personnellement aussi. Donc si, par exemple, tu flippes de te montrer sur les réseaux alors que tu sais qu'il faut que tu te filmes, par exemple, sur Instagram, OK, bah, mon prochain challenge, c'est comment faire en sorte d'être vraiment la meilleure sur les réseaux, de réussir à me montrer super facilement, et cetera. Ça, c'est ton prochain challenge et tu vas pouvoir te mettre, par exemple, un petit exercice. Moi, je le fais faire à mes élèves, 1 vidéo par jour. Tous les jours, tu fais une story par jour où tu te montres, où tu parles de n'importe quoi, on s'en fout, mais juste tu le fais. Par exemple, ça, c'est travailler sur toi. Si tu sens que non, mais tu as grave peur de, monter tes tarifs ou de parler d'argent avec tes clients, closer un client, c'est super dur pour toi. Bon, bah, tu sais que ton challenge, il est dans, closer, mes deals. Il faut que j'apprenne à closer, il faut que je relâche vraiment, émotionnellement tout ce que j'ai vis-à-vis de l'argent. Donc, bah, tu vas taper sur YouTube ou tu vas suivre des formations ou tu vas lire des livres sur bah, comment me libérer de ces contraintes, de ce stress que j'ai vis-à-vis de l'argent. Enfin, tu vas mettre du focus dessus. Si aujourd'hui tu dis putain, j'ai pas d'énergie au quotidien, je me sens tout le temps envahi, et ben tu sais que ton focus ça va être comment lâcher prise, rester zen au quotidien, comment mieux faire du sport ou de la méditation. Enfin, tu vois, c'est ça travailler sur soi. C'est ok, quels sont mes challenges, quels sont les trucs que j'arrive pas à dépasser ou quels sont les trucs sur lesquels, enfin, qui m'empêchent en fait de passer au niveau suivant et tu bosses dessus. Moi, tu vois, encore il y a quelques jours, j'avais un nouveau challenge, un nouveau truc que je pensais que j'avais réglé depuis 2 ans en me disant: «Allez, c'est bon, ça c'est réglé». Tu parles, le machin, il m'est revenu, en pleine tête parce que là, je me challenge beaucoup avec l'achat du ranch et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui remontent. OK, je me suis dit: «Alors, je me laisse une journée pour stresser de ouf, avoir peur, tout ce que tu veux, pleurer, être en colère, on s'en fout, juste les émotions qui viennent à fond». Je me laisse toujours une journée tranquille et le lendemain, je prends de quoi noter et je me dis: «OK, pourquoi est-ce que je ressens ça?» J'essaie de comprendre vraiment c'est quoi l'origine du problème. Si, par exemple, l'origine du problème, c'est, je sais pas moi, la relation à ta mère ou, une situation avec un client que tu as jamais vraiment réglé ou bref, peu importe. OK, comment je peux régler ça? Et donc là, je mets un plan d'action en place ensuite. Ça se fait avec un coach, ça se fait avec ChatGPT, ça se fait avec Google. L'important, c'est pas comment régler le problème, c'est comment poser la bonne question pour que tu puisses régler le problème derrière. Voilà, je sais pas si ça répond déjà à ta question. Ultra clair. Voilà, Top. donc ça, c'est sur la partie mindset. Pour moi, il y a vraiment déjà, ce truc-là, mindset, si tu commences à le lâcher en te disant: «Non, mais il faut que je focalise sur mon business, mon mindset, on verra plus tard», déjà, tu es dans l'erreur. Pour moi, tu es cuit, tu vois? Parce que ça va te revenir en pleine face dans un moment où tu t'y attends pas du tout. Hem, Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie business. Donc mettons qu'on a trouvé son business, c'est ça? Et la personne a trouvé son idée de Ouais, business. OK. Tu as trouvé ton idée de business. Maintenant, il va falloir, il y a plein de façons de faire, mais il va déjà falloir que tu te demandes: «OK, comment je vais délivrer?» Genre, comment je vais délivrer mon business? Ça va être, par exemple, du coaching. Bon, je prends cet exemple parce que j'imagine que ça concerne beaucoup de tes élèves. Par exemple, c'est dans du coaching. OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pour ça, il va falloir que tu te demandes combien je veux gagner déjà. Déjà de base, juste combien je veux gagner et pourquoi, je veux gagner ce chiffre-là pour avoir ce style de vie. Je m'explique. Tu vas imaginer ta journée idéale, ou ton année idéale, si tu veux, si tu as envie que toutes tes journées changent, et cetera. Ton année idéale, tu vas la mesurer financièrement en te disant: «OK, comme j'ai envie de partir au Brésil, je sais pas moi, 6 mois par an ou que j'ai envie, de monter à cheval tous les aprèm ou que j'ai envie de faire ci ou de faire ça, blablabla, d'habiter dans ce type de maison, de manger, de la nourriture bio et je sais que ça coûte tant, et cetera». Tu vas faire un budget. Ce budget-là, il est, je dis n'importe quoi, de 5 000 € par mois. Tu as besoin de 5 000 € par mois pour faire tout ce que tu as envie. Et ça, c'est hyper important de le mesurer, de mettre de la clarté dessus. Si tu mets pas de clarté dessus, derrière, en fait, tu sais pas pourquoi tu travailles. Tu travailles en disant: «Il me faut plus de clients», mais tu sais pas trop pourquoi. Donc tu mets de la clarté. Cette clarté, il faut qu'elle aille avec un style de vie. C'est-à-dire que si tu veux gagner 5 000 € par mois, mais que tu veux bosser que les matins, ça sert à rien de monter un business dans lequel tu vas bosser tout le temps et qui, de toute façon, n'est pas ce qu'on appelle scalable pour ce que toi, tu as envie de faire. D'accord? mmh, Donc tu crées ton budget, tu crées un business en fonction de ça. C'est-à-dire que moi, je me suis posé la question il y a déjà 4 ans. OK, je veux un ranch un jour, c'est mon objectif long terme. Que ça arrive dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut que le business que je crée maintenant soit quelque chose qui me prenne pas trop de temps et en même temps que j'ai beaucoup d'impact et beaucoup de rentabilité. Et donc c'est ce qui s'est passé avec l'académie. Aujourd'hui, j'ai le même business model depuis 4 ans, tu vois. Je fais que l'améliorer, l'implémenter sans cesse, etc. Mais c'est le même business model parce que je savais que les élèves, il fallait pas que je les ai tous les jours au téléphone. Ça, c'était pas possible. Donc il fallait que j'automatise une grosse partie, que je m'occupe en termes de customer care, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre où, etc. Que je sois là quand même pour les coachings de groupe, etc. Voilà. Donc j'ai tout créé en me disant, le jour où je suis dans mon ranch, je peux avoir le même business et tout est pareil, tu vois. Plutôt que de se retrouver dans un mécanisme où tu peux plus sortir.
Donc, faut vraiment anticiper à l'avance. Moi, j'avais même créé ma holding la première année de mon business, tu vois? J'avais déjà créé ma holding parce que je savais que j'achèterais financièrement avec, ma holding et tout ça. Donc, c'est vraiment d'anticiper sur le long terme, quel est le style de vie que je veux vivre, combien je veux gagner. Donc, si par exemple, tu veux gagner 5 000 € par mois et que tu veux bosser que les matins, je dis n'importe quoi, tu sais que tu vas avoir, 4 à 5 heures peut-être par jour. Donc on va dire, gros calcul mental, 50 heures. Bon, j'exagère un peu là, mais 50 heures, non, j'exagère carrément, 25 heures, pardon, Beaucoup. par semaine. Ouais. 25 heures par semaine pour 5 000 €, et ben, tu sais qu'il faut que ces 5 000 €, ils aillent avec ces 25 heures. C'est-à-dire que si tu commences à faire payer tes clients 100 €, il va falloir prendre beaucoup de monde pour aller jusqu'à 5 000, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment équilibrer et trouver le type de business qui te va. Ça, c'est la première étape pour déjà te demander, ok, où est-ce que je veux aller, même si c'est pas parfait tout de suite, c'est pas grave, mais juste où est-ce que je veux aller pour pouvoir bosser que les matins et gagner mes 5 000 € par mois. La deuxième chose, c'est comment je vais trouver maintenant, des clients. Moi, ce que je conseille beaucoup à mes élèves, c'est de prendre des élèves, gratuits au début. C'est-à-dire, en fait, de tester ton offre. Alors déjà, une fois que tu as trouvé évidemment ce que tu voulais faire, parce que nous, on travaille aussi sur comment trouver ce que tu veux faire et cetera. Mais, par exemple, tu veux faire, je sais pas moi, de l'hypnose. Voilà, tu t'es coaché, tu t'es formé en hypnose, c'est vraiment le truc que tu veux faire. Tu vas prendre 5 à 10 bêta-testeurs, c'est-à-dire des gens qui vont soit, que tu prends carrément gratuitement, soit payer moins cher que le prix, que tu vas donner après, et qui en échange vont te faire un feedback et des témoignages. Et toi, ça va te permettre vraiment de te dire, OK, tous les alors attention quand on vous fait des feedbacks, les points négatifs, c'est des cadeaux. C'est pas, «Mon Dieu, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes un mauvais coach». C'est juste, c'est des cadeaux. OK, là, je trouve que la séance était trop courte. S'ils te disent tout ça, c'est que ça veut dire qu'il faut faire des séances plus longues, peut-être plus chères, mais plus longues. Et donc du coup, tu vas implémenter comme ça, tu vas te tester en fait sur 5, 10 personnes et cetera. Attention de ne pas le faire sur 50 personnes, hein, 5-10 c'est déjà bien. Tu récupères des témoignages, vidéo c'est mieux, en échange, plus des feedbacks qui te permettent de créer ton offre, d'améliorer ton offre, et ensuite tu lances ton offre en bêta test où vraiment tu vas le faire, moins cher que pareil que ce que c'était prévu, mais à plus grande échelle et cetera et cetera. Ensuite, il y a l'acquisition vraiment de clients. Donc l'acquisition, elle se fait de 51 façons différentes. Aujourd'hui, moi, j'utilise les réseaux sociaux parce que tu peux toucher des gens qui, voilà, qui sont partout. Les gens, des fois, ils veulent pas utiliser les réseaux sociaux et je leur dis: «Bah, OK, pas de souci, va toquer à la porte de ta première voisine, puis de ta deuxième voisine, puis de ta troisième voisine. Si tu as un peu de chance dans le village, il y aura quelqu'un qui veut ton offre. Sinon, peut-être que la personne qui veut ton offre, elle habite à Lille, quoi, tu vois? Et toi, tu es à Montpellier». Ouais. Donc du coup, les réseaux sociaux, c'est bien pour ça, mais c'est exactement la même façon. La même chose. Et ensuite, du coup, il va falloir mettre en place ta stratégie sur les réseaux sociaux. Selon ton type de business, il y a plein de stratégies d'acquisition différentes. Si tu es coach, bah, clairement, il va falloir qu'on te voit coacher. Il va falloir qu'on comprenne, qui tu es, ce que tu aides à faire et cetera, que tu aies une promesse qui soit claire et que tu essayes pas d'aider tout le monde. Il faut que tu essayes, d'aider un type de personne en particulier. C'est comme si tu vas voir je sais pas, tu te pètes le genou, bah, tu vas pas voir un médecin généraliste, tu vas voir un spécialiste du genou. Bah, toi, faut qu'on sente sur ton compte que tu es spécialiste d'un domaine en particulier. Attention d'être pas trop, 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 trop niché parce que sinon il y a personne en fait dans cette niche-là. Mais voilà. Et après, c'est de la constance. Enfin, je pourrais parler des heures, mais c'est de la constance, de la discipline que tu mets en place, des routines en fait que tu mets en place. Alors les routines, c'est pas forcément le miracle morning tous les matins. Moi, j'adore le miracle morning parce que moi, ça m'a énormément aidé. Mais maintenant, si tu veux juste avoir ta discipline de, ok, tous les matins, je crée mon post de la journée, je sais pas moi, de 8 heures à 9 heures, je crée mon post et je sais pas moi, de 9 heures à 10 heures, c'est le moment où je fais un peu mon administratif, et cetera. Bah, ça, c'est ta routine, c'est OK. Il faut simplement que tu aies une routine avec vraiment, des récurrences, soit dans le mois, soit dans la semaine, soit par jour, mais vraiment en mode, j'implémente, 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 et surtout que tu focalises sur l'effort et pas sur le résultat. Voilà, je vais m'arrêter de parler parce que je peux parler 2 heures de tout ça, mais voilà un petit peu comment on fait. Non, c'est génial, une vraie masterclass. Si je résume un peu, le mindset en priorité, ensuite tout ce qui est, stratégie business, tu définis ton idée, tu la testes. Tu vérifies le business plan aussi avant, que ça matche avec ta vision, et après tu te fais connaître, tu des clients. Réseaux sociaux, c'est le plus simple. Je suis comme toi, si tu veux toucher plus de monde, c'est quand même beaucoup plus facile Mmh. que, t'embêter à faire du local. Et dernier point que j'ai bien aimé, c'est, la constance, la régularité, où en effet, il y a que ça qui paye, enfin, il y a pas que ça qui paye, mais il y a ça fait pour beaucoup quand même. À l'effet cumulé, c'est la base, c'est clair. Mmh mh. Puis, j'ai été comme ça et j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça «Ah là, je suis dans le dur, mais ça ira mieux quand j'aurai atteint le palier, par exemple, des 3 000 €». On atteint le palier de 3 000 €. «Ah mais ça ira mieux quand j'aurai atteint le palier des, 10 000 €». On atteint le palier des 10 000 €. «Ah mais ça sera mieux quand j'atteins le palier des 20 000 €». Toi qui as atteint pas mal de paliers, est-ce que, si c'est pas trop indiscret, tu peux nous raconter un peu des exemples de galères à différents paliers pour nous montrer que finalement, les problèmes, on pense que ça ira mieux,
Mais je pense que la enfin, moi je le vois, hein, la charge mentale est la même, il y a toujours des problèmes de nouveaux problèmes qui apparaissent et qui sont, contrairement à ce qu'on pense, pas forcément plus simples. C'est clair. Si tu penses que ta vie sera plus heureuse quand tu auras plus d'argent, peut-être que certains points, oui, parce que ce sera plus facile, mais il y en a d'autres moins bien, tu vois? Donc enfin, ça fait partie du game. Moi, je trouve que les ouh là, la mouche, excusez-moi, elle s'est posée sur mon nez, c'est pas grave. Du coup, je trouve que là où ça a été, le plus difficile pour moi, c'était pour les premiers 100 000 €. Je trouve que c'était le plus dur parce que tu sais pas où tu vas et donc du coup, quand je dis 100 000 €, c'est par an. Pour moi, c'était vraiment le plus dur, j'ai fait 90 000 € la 1re année, tu vois? À peu près sur la première année et excuse-moi, j'étais en train de penser à autre chose. Mon cerveau, il part en live, excuse-moi. Mais, tu m'as demandé quoi? Je peux te redemander ta question. Différents difficultés à différents paliers, si tu as Oui, des exemples différentes justement de difficultés. difficultés. Donc au début, tu as surtout des difficultés d'être sûr que ton offre corresponde à ton produit, enfin à ton client, en fait. Enfin, tu es pas sûr que ça marche et cetera. Il y a du mindset, il y a un gros, gros, gros travail de mindset sur oser se montrer, oser parler devant les gens, oser voilà, ce genre de trucs. Ensuite, entre 100 000 et 1 million qui, voilà, que j'ai dépassé déjà. Entre 100 000 et 1 million, c'est plutôt des challenges de process, des challenges d'équipe, des challenges de délégation, des challenges de OK, comment je peux réussir à faire tout ça, mais j'ai que ça comme temps, tu vois, ou comme énergie. Des challenges d'énergie, des choses comme ça. Passer le million, après, c'est plutôt tes projets à côté. Donc, ça va être, par exemple, bah, moi, j'achète mon ranch. Moi, je me rappelle pas avoir été aussi stressée de ma vie, qu'avec l'achat de mon ranch, alors que financièrement, c'est bon, tu vois? Genre tout va bien et tout. Mais comme là, c'est comme si c'était un switch d'identité, tu vois? Où tu repasses encore un challenge. Pour moi, c'est, waouh, ça a été hard ces 2 dernières années de me dire: «Allez, c'est bon, j'y vais». J'ai refait des études agricoles en parallèle, machin, tout ça, pour, pouvoir acheter ma ferme et tout. Où ça va être plus, de la structure, de la productivité, toujours de la délégation, toujours des process, du mindset. Bah, le mindset, on a à tous les étages. Mais pour moi, en fait, si tu veux, au début, tu as besoin d'apprendre beaucoup en termes de formation. Tu vois, tu as besoin de prendre des coachs, d'apprendre, 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 de suivre des formations, d'apprendre des compétences à fond. Ça ouais, jusqu'à, 300 000 € pour moi, c'est à peu près le par an, c'est de chiffre d'affaires, hein. C'est vraiment le gap où tu as besoin d'apprendre, apprendre, apprendre, enfin vraiment, recracher le truc que tu apprends au fur et à mesure et après, tu peux commencer à tester des trucs un peu plus à ta sauce, à tester, des choses qui sont beaucoup plus, risquées, mais où tu testes et tu dis: «Bon allez, voilà, on va tester ça, ça va marcher» et cetera et là, tu vas apprendre à plus lâcher prise. Le lâcher prise, il va être, plus je trouve dans les étapes suivantes. Parce qu'au début, tu bourrines, en fait. Tu es en mode, tu fais ton truc, donc lâcher prise, ça fait pas trop partie du package, tu vois? C'est on y va, on y va, on y va. Et après, ouais, il y a ces challenges de lâcher prise, qui arrivent, ouais, vers, ouais, 300 000 – 400 000 € à peu près par an, je pense. Et au-delà du million, après, c'est vraiment, comment dire? C'est plus les mêmes challenges. C'est des challenges plutôt perso et c'est pas parce que tu as plus d'argent que tout est plus simple. Non, c'est parce que comme tu as plus d'argent, tu peux aussi te dire: «Je peux acheter des trucs plus gros», donc un plus gros ranch, donc avec une plus grosse équipe, avec plus de chiffre d'affaires, plus de vaches, plus de trucs et du coup, voilà, c'est aussi là-dessus où il faut faire très attention de pas partir dans, l'hyper performance si votre but à la base n'était pas d'être dans la performance, n'était pas d'avoir toujours plus, plus, plus. Ça, c'est un truc que je vois chez tellement d'entrepreneurs qui se crament parce que on pense que 10 000 € ou 100 000 € ou le million, c'est des normes, tu vois? Et là, je t'en parle comme ça pour essayer de donner des paliers. Ouais. Mais en fait, c'est pas des normes. Si toi, ton but dans la vie, c'est de gagner tes 3 000 balles par mois avec ton business et que ça te fait kiffer, mais garde ça. Fais attention de pas vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu as le droit de vouloir plus, mais le fais pas parce que les autres le font sur Instagram ou parce que tous tes potes dans ta formation font ça. D'accord? On s'en fout. Moi, ça a été très difficile la toute première année où j'ai démarré. Je suis arrivée dans un mastermind, donc dans un groupe d'entrepreneurs. Ils allaient tous péter le million, tu vois? Moi, je faisais à peine mes 100 000 et tout et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» et en fait, je me suis dit: «Non, non, il faut que je reste dans les trucs que j'ai prévu de faire». Le million à la base, je m'en foutais et c'est toujours le cas. Ça a grossi mais, entre guillemets parce que j'ai kiffé ce que j'ai fait et cetera, mais je cherchais pas à faire des millions, je cherchais pas à avoir plus et ça a été un gros challenge de me dire: «Non, non, oh, mets tes œillères, eux, ils sont tous dans la performance» et puis en plus moi, j'aime me challenger donc tu vois, tu viens me titiller un peu en disant: «Ah mais tu pas capable de faire ça?» Je dis: «Ah puis si, 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 bien sûr», tu vois? Donc c'est hyper dur, je trouve, de pas se comparer aux autres et de vraiment rester sur tes objectifs, ta vision, ta famille, ton ancrage, tes objectifs à toi perso. C'est ça qui compte. C'est pas, le groupe d'entrepreneurs dans lequel tu es. Peut-être dans 10 ans, tu les connaîtras même plus. Ta famille, elle sera toujours la même. Tes objectifs de vie, le truc qui vibre vraiment au fond de toi sera toujours le même. Attention de pas se cramer sur ces sujets-là. Voilà. Ouais.
et comme tu le dis, plus tu seras connecté à ce qui te fait vibrer, plus l'argent sera la conséquence finalement naturelle. Tu as pas cherché le million et tu l'as fait, quoi. Exactement, exactement et puis en plus, j'étais même anti-million, tu vois? Parce que moi, j'avais plein de blocages avec l'argent à l'époque. J'étais en mode: «Non, tous les gens, ils veulent être millionnaires, mais on s'en fout d'être millionnaire, les gars, on s'en fout», tu vois? Où je critique souvent Dubaï. Après, c'est du marketing aussi, parce que moi, je suis anti Dubaï, et ça va contre nature, tu vois? Donc j'aime bien, tu vois, piquer un petit peu sur ces sujets-là. Mais parce que j'ai plein de potes, qui sont à Dubaï et qui sont très heureux, mais simplement, moi, j'étais pas dans ce style de vie. Moi, je suis la plus heureuse sur un tracteur avec mes vaches, tu vois? Avec mon truc et tout. Et donc le plus dur, ça va être vraiment, encore une fois, de vraiment créer quelque chose qui est authentique à toi, même si tu fais le contraire de 99 des autres entrepreneurs. Il faut que tu restes authentique dans ce que tu fais. Si tu gagnes déjà des thunes, si tu gagnes pas un centime, commence pas à faire la leçon de morale à tout le monde, d'accord? Heu, J'en connais des comme ça, d'accord? Qui savent tout sur tout, qui savent mieux que tout le monde et cetera, qui veulent pas écouter tes conseils, mais qui gagnent toujours zéro et qui comprennent pas ce qui se passe. Bon, évidemment, là, remets-toi en question. La coachabilité, pour moi, c'est vraiment une marque de sagesse. J'étais pas coachable du tout à la base. J'écoutais rien de ce qu'on me disait de faire et cetera, et ça m'a vraiment handicapée au début, hein. C'est pour ça que j'ai pas trouvé tout de suite ce que je voulais faire, je pense. Être coachable, c'est bien. Attention de pas écouter tous les conseils. Prends les conseils, mais applique ce qui vibre vraiment dans tes valeurs. Sinon, non. De toute façon, tu le paieras un jour enfin, d'une façon ou d'une autre, par un burn-out ou par, des clients qui se barrent ou quoi que ce soit, si jamais tu es pas aligné avec tes valeurs. Ouais. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es devenue coachable? Tu m'as dit: «J'étais pas coachable» et Pourquoi je C'est une très, très bonne question. Parce que je savais que j'avais un gros ego. J'avais beaucoup d'ego en mode, moi, tu me disais jamais ce que je devais faire, hein, sinon je te disais d'aller te faire foutre, hein. Vraiment, c'était, et je sentais presque physiquement que ça mettait un blocage sur plein de trucs. Et surtout, les gens que j'admirais, eux, ils avaient pas du tout d'ego. Ils étaient hyper humbles et je me suis dit: «Meuf, va falloir que tu commences à fermer un peu ta gueule. Tu vas falloir que tu commences à écouter ces gens parce que eux, ils ont déjà des résultats, mais tellement plus gros que toi. Toi, tu es bloqué, par exemple, sur un truc». Alors, j'ai jamais eu la sensation d'être vraiment bloqué, mais par exemple, tu es bloqué à un palier, ou tu es bloqué sur un système, genre tu refuses la pub, par exemple, ou tu refuses de faire tel truc ou et cetera. Alors qu'en fait, c'est peut-être des histoires que tu te racontes et en fait, ça va le faire. Et plus j'ai avancé, plus je sentis que l'humilité, elle arrivait, tu vois? Alors, je suis encore, j'aime bien taquiner les gens, donc des fois j'aime bien, je fais exprès parce que je sais que ça énerve les gens, tu vois? Ça me fait rire, de d'être un peu la meuf qui dérange un peu, bah, ça me fait rire, voilà. Bon, c'est mon petit, ma petite joke, perso, tu vois? Mais mais simplement ça, je pense que au fond, je suis vraiment très humble dans le sens où je me dis toujours: «Je ne sais rien». Parce qu'à partir du moment où tu te dis: «Moi ça je sais» ou je «Non mais c'est bon, je sais closer, non mais c'est bon, je sais, mon mindset, je sais exactement comment gérer, je sais pas moi, je sais très bien, comment, gérer ma relation à l'argent». Si tu sais déjà tout, c'est là que tu es dans la merde. Parce que dans ton ego va te faire croire que tu sais. À partir du moment où tu crois que tu sais, ça veut dire que tu n'es plus en train d'apprendre. Si tu n'es plus en train d'apprendre, tu es forcément en train de régresser. Tu peux pas stagner. La vie, elle est soit ça monte, soit ça descend, mais ça stagne pas. Donc voilà, je dirais que je l'ai appris, comme ça. et bah, top et je trouve ça une excellente leçon pour terminer le podcast. Si tu n'apprends plus, c'est que tu es en déclin, donc Oui, remets-toi en question. carrément. Je suis bien d'accord avec cette philosophie. Tous les épisodes de podcast, ils finissent par une question de coaching qu'on pose à nos auditeurs et qu'ils vont écouter en musique et en marchant. Est-ce que tu as une question qui te vient, soit qui toi t'a fait un gros game changer dans ta vie, soit que tu aimes bien te poser régulièrement et que tu pourrais poser du coup à ceux qui nous écoutent? Ouais, bien sûr, j'en ai 50, mais je viens d'en choisir une. Imagine, la personne, enfin, qui est ton mentor, la personne que tu admires le plus au monde. Qu'est-ce qu'elle ferait de différent à ta place si elle voulait tes objectifs là? Si elle voulait les mêmes objectifs que toi, qu'est-ce que cette personne que tu admires, ce mentor, ce coach et cetera, cette personne où tu te dis: «Waouh, trop fort, trop forte», peu importe, qu'est-ce que cette personne ferait à ta place dans ta situation? Voilà, je pense que c'est une question qui est pas mal à se poser. Je me le dis souvent avec Tony Robbins. Génial, cette question. Et ben, un grand merci à toi, Léa, pour toutes les pépites que tu nous as partagées et tous les conseils. Merci, merci. Pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, justement, pour te remercier, en savoir plus sur toi, suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent me retrouver sur, Instagram principalement, sur Travel Cowgirl, donc comme un cowboy mais cowgirl tout simplement. Travel Cowgirl, sur YouTube aussi, mais c'est sur Instagram que je suis le plus réactive en tout cas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ce sera avec grand plaisir. Top. Et ben, je mettrai les liens de tes réseaux sur le descriptif de l'épisode.
En plus, Léa n'utilise pas d'automatisation Manychat, donc elle répond à tous vos messages Mmh, personnellement, ce qui est, de plus en plus rare, je trouve. c'est clair. Donc ça m'avait vraiment impressionnée. En tout cas, encore un grand merci à toi, Léa, et je te dis, à très vite. Avec Ciao. plaisir, déchirez tout. Ciao.